L'Alaska est le plus grand État des États-Unis d'Amérique. Il est situé au nord-ouest du Canada. Connu pour ses températures parfois glaciales, sa biodiversité très riche ou encore la richesse de son sol, vous allez être totalement surpris par l'histoire insolite qui l'entoure. Car peu de gens le savent aujourd'hui, mais dans le passé, l'Alaska était russe. N'hésitez pas à soutenir mon travail sur Tipeee à partir de 1 euro. C'est notamment grâce à vos dons que je pourrai poster la prochaine vidéo le plus tôt possible. Remontons au XVIIIe siècle. La Russie est un empire gouverné par le tsar Pierre le Grand, qui organise de grandes expéditions dans l'extrême-orient russe. Entre autres, il souhaite savoir s'il y a, oui ou non, un passage entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Il charge alors un grand aventurier et explorateur, le Danois Vitus Bering, qui sert dans la marine russe, de mener ce qu'on appellera la première expédition du Kamtchatka. Non seulement l'expédition permet de cartographier les côtes russes qui bordent la mer de Bering, mais elle permet aussi à Bering de prouver que l'Asie et l'Amérique du Nord étaient bel et bien séparées. En effet, il passe par le fameux détroit qui sépare la Russie de l'Alaska et qui aujourd'hui porte son nom, le détroit de Bering. Le détroit n'est large que de 83 km, mais le temps était trop couvert pour permettre à l'équipage de voir la côte de l'Alaska et ils passent à côté de sa découverte. En 1725, le tsar Pierre le Grand décède et c'est Anna Ivanovna qui lui succède au pouvoir. Une seconde mission d'exploration est alors organisée, et celle-ci sera menée entre 1733 et 1743. C'est l'une des plus importantes de l'histoire, puisqu'elle implique directement ou indirectement environ 3000 personnes et qu'elle coûta 1,5 million de roubles, ce qui à l'époque représentait un sixième du budget de l'Empire russe. Aujourd'hui, l'équivalent serait de 500 millions de dollars. C'est notamment au cours de cette expédition que Bering fera enfin la découverte de l'Alaska. Le 16 juillet 1741, le navire de Vitus Bering accoste sur les rives du volcan Mont Saint-Élie en Alaska. Mais Bering est fatigué, malade même. Son voyage l'a épuisé et il faut maintenant rentrer. Le sort en décide autrement. Une tempête fait échouer son navire sur une île inhabitée proche de la péninsule du Kamtchatka. Lui et son équipage parviennent à construire un abri de fortune, mais, atteint du scorbut, il meurt sans avoir pu rentrer chez lui. Son équipage l'enterra et érigea une croix en bois en sa mémoire. Tout comme le détroit, cette île sera baptisée d'après son nom, l'île de Bering. Les membres de l'équipage ayant survécu jusqu'à l'été, fabriquèrent un bateau de fortune avec les restes de leur navire échoué et ils réussirent à rentrer sur le continent. De leur périple, ils n'ont pu ramener que des peaux de loutre de mer. Mais contre toute attente, celles-ci se vendirent à prix d'or. Une seule de ces peaux pouvait se vendre pour un prix représentant 1 an de salaire pour un marin. Ce qui encouragea évidemment nombre de marins à naviguer dans ces eaux dangereuses, mais qui pouvait les rendre riches. C'est seulement une cinquantaine d'années plus tard, dans les années 1780, que les Russes commenceront véritablement à coloniser l'Alaska. L'activité économique principale, c'est le commerce de fourrure, l'un des commerces les plus lucratifs à l'époque. La Compagnie russe d'Amérique, fondée en 1804 et financée par l'empereur Paul Ier, avait le monopole sur ce commerce. Selon la charte qui autorise la compagnie à exploiter les terres de l'Empire, un tiers des revenus revenait au tsar. Des forts et des comptoirs apparaissent alors en Alaska au fur et à mesure de la colonisation. Mais les ressources naturelles s'épuisent et les trappeurs ne font plus autant recettes que lors des premiers temps. La Compagnie russe d'Amérique ne cessa ses activités de commerce qu'en 1867, lorsque l'Alaska fut cédée aux États-Unis. Nous sommes désormais dans les années 1860, et l'Empire russe est désormais dirigé par le tsar Alexandre II. À cette époque, l'Empire russe traverse une période économique difficile et il cherche un moyen d'obtenir des fonds. L'Alaska se trouve être une terre dont on ne voit pas très bien l'intérêt de la détenir à l'époque. Cela fait déjà 40 ans que les revenus tirés des fourrures sont maigres et ne font que diminuer. Tous les regards sont plutôt tournés vers l'Asie et les perspectives de développement économique qui semblent illimitées de ce côté-là du monde. De plus, l'Alaska est une terre bien lointaine pour les Russes, et par conséquent elle est difficile à défendre des autres puissances. Le risque, c'est donc qu'un autre État ne vienne la conquérir, auquel cas l'Empire russe perdrait cette terre sans rien obtenir en échange. Alexandre II se méfie tout particulièrement de l'Empire britannique, qui possède déjà le Canada et qui est à la tête d'une puissante marine de guerre. La décision est donc prise. Plutôt que d'attendre et prendre le risque qu'un conflit éclate, au cours duquel on viendrait la leur arracher par la force, les Russes vendront l'Alaska. En 1858, le tsar charge donc Edward de Stuckel, l'ambassadeur russe en poste à Washington, d'ouvrir des négociations avec les États-Unis. Celles-ci se feront en secret par l'intermédiaire du sénateur de Californie, William Gwin. Malheureusement, la guerre de sécession éclate en 1861, opposant les unionistes d'Abraham Lincoln aux confédérés de Jefferson Davis.
Naturellement, ce conflit met en pause les négociations sur la vente de l'Alaska. Les unionistes finissent par gagner la guerre civile en 1865 et les négociations reprennent 2 ans plus tard, en 1867. Cette fois, c'est le secrétaire américain William Seward qui mène les négociations côté américain. Au début des négociations, les États-Unis n'étaient pas prêts à débourser plus de 5 millions de dollars. Mais les Russes sont parvenus à faire monter la somme jusqu'à 7,2 millions et l'accord est conclu à 4 heures du matin, dans la nuit du 30 mars 1867. 7,2 millions de dollars en 1867, aujourd'hui cela représenterait environ 125 millions de dollars, soit pas grand chose pour ce qu'est l'Alaska. Mais à l'annonce de la nouvelle, lorsque celle-ci fut rendue publique, l'opinion américaine était très majoritairement négative. En effet, les gens ne comprenaient pas qu'on puisse dépenser autant pour une terre au climat si hostile et qui ne dispose pas de grandes richesses. La seule richesse connue était les animaux qu'on chassait pour leur fourrure, mais cette ressource avait été tellement exploitée que la plupart d'entre eux y étaient déjà en danger d'extinction. De plus, l'Alaska n'était à l'époque pas connue pour avoir des gisements d'or, donc elle ne présentait aucun intérêt aux yeux de l'opinion publique. Non seulement l'Alaska n'allait pas rapporter d'argent, mais elle allait en coûter beaucoup. En effet, le continent américain est immense et la population ne permettait pas de totalement le couvrir. Administrer et protéger les États-Unis était déjà suffisamment compliqué pour se rajouter un poids supplémentaire. Mais c'était chose faite. Désormais, l'Alaska leur appartenait et il fallait bien acheminer des hommes et du matériel dans ces terres froides et lointaines. Les journaux faisaient leurs gros titres de cette histoire, la folie de William Seward ou encore la glacière de William Seward. Mais les politiques américains avaient 2 raisons qui les ont poussés à conclure cet accord. La première, c'est avant tout d'aider la Russie, qui s'est révélée être un véritable allié durant la récente guerre de sécession. La seconde raison, c'est d'empêcher les Anglais de s'en emparer. Les Anglais qui, eux, se sont comportés comme des ennemis lors de la guerre, en apportant secrètement leur soutien aux Confédérés du Sud. Le 9 avril, le président du comité du Sénat, Charles Sumner, fit un brillant discours pour défendre l'acquisition de l'Alaska. C'est en partie grâce à celui-ci que la population changea de regard sur cet événement. Il disait notamment « Bientôt, une race pragmatique d'intrépides navigateurs vont essaimer sur la côte, prête à toutes sortes d'entreprises, pour affaires ou par patriotisme. Le commerce trouvera de nouveaux bras, le pays de nouveaux défenseurs, le drapeau national de nouvelles mains pour le porter bien haut. » La cérémonie de transfert de l'Alaska entre les USA et la Russie eut lieu le 18 octobre 1867 à Sitka, le nouveau nom donné à la Nouvelle-Arkhangelsk, plus grande ville d'Alaska. Le drapeau russe fut ramené au pays, tandis que le drapeau américain fut hissé. Les 700 Russes qui vivaient encore dans les colonies eurent le choix entre prendre la nationalité américaine ou retourner en Russie, et la majorité d'entre eux décida de rentrer au pays. À la fin de la colonisation russe, une très grande partie du territoire de l'Alaska était restée inexplorée. Mais au cours de leurs différentes expéditions, les Américains firent la découverte de plusieurs gisements d'or, lesquels ont provoqué une véritable ruée vers l'or en Alaska. Ce nouvel afflux de population a permis de créer de nouvelles villes, comme Fairbanks, et d'attirer à nouveau des gens qui se sont notamment lancés dans l'extraction du cuivre, dans la pêche, ou encore la chasse à la baleine. Plus récemment encore, on peut citer la découverte de gisements de pétrole en Alaska dès les années 1900, qui ont aussi fortement participé au développement de la région. Donc si jamais vous avez un terrain à vendre, vérifiez d'abord qu'il n'y a pas d'or et pas de pétrole. Il y a eu de nombreux projets pour relier directement l'Alaska et la Russie par le détroit de Bering, notamment grâce à des ponts ou à des tunnels, routiers ou ferrés. Mais à l'heure actuelle, aucun d'entre eux n'a encore pu voir le jour. Il semble donc que les 83 km du détroit dont le nom a été donné d'après l'explorateur Vitus Bering ne soient pas si facilement franchissables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour soutenir mon travail. N'oubliez pas aussi ma page Tipeee, vous pouvez m'aider à partir de 1 € et je ne vous en remercierai jamais assez. Allez, salut, Paka!